Benjamin Faury dans You Talking to Med, le podcast de Nexialist sur les acteurs du DM, une série de podcasts qui veut mettre en avant des personnes connues ou moins connues qui font le sel de l'innovation et de la réglementation en France dans le domaine de la medtech. Un cardiologue interventionnel qui est aussi un rider fou, un médecin qui dévale les pistes, un chef d'entreprise qui a créé en 2017 Electroducer pour développer des solutions visant à simplifier et sécuriser les interventions cardiovasculaires en percutané. Voilà le programme du jour. J'ai fait la connaissance de Benjamin au mi-temps des années 2010, je crois, il y a à peu près 10 ans. Il m'avait contacté pour connaître les modalités de stage des étudiants de l'ICFC. Il était au début de son aventure entrepreneuriale. Il est revenu encore une ou deux fois vers moi et je me souviens que le feeling avait été très bon, et ce, dès le premier contact. En 2022, Electroducer présentait son innovation, pour anecdote, au concours des startups innovantes organisé par le SNITEM. Et il se trouve que je faisais partie du jury d'attribution du prix, Nexialist étant alors à l'époque sponsor gold de la manifestation. Et après délibération avec les autres membres, il a été décidé d'attribuer assez logiquement ce prix à Electroducer. Nous étions en avril et la journée avait eu lieu en mai. Je me souviens lors de cette journée du 10 mai 2022 à la Villette, être allé sur le stand de la Dream Team d'Electroducer. Il y avait la Benjamin, bien sûr, Louisa et Alexia. Ils ne pensaient pas remporter le prix. Benjamin s'était même éclipsé en milieu d'après-midi après avoir présenté sa solution dans le grand amphi de la Villette. Et les deux filles se posaient la question de rester. J'étais tenu au secret, j'étais embêté. Je suis donc allé voir Marine Legendre et Florence Urug au SNITEM pour les avertir de ce constat. Bref, les filles sont restées et elles ont pu fièrement brandir le trophée. Avec Benjamin, nous sommes restés en contact au gré de ses demandes. Et il faut le reconnaître, depuis le début de cette série de podcasts, Benjamin est probablement la personne que je connais le moins. C'est donc pour moi une belle occasion de le découvrir et d'en savoir un peu plus sur ce médecin, entrepreneur et rider. Et je dois vous avouer que je suis très impatient. Bonjour Benjamin, comment vas-tu? Bonjour Florent, merci, je vais très bien. Je suis très honoré d'être ton invité. Ah Et tu bah me ouais, connais peut-être pas très bien parce que je suis un peu occupé, légèrement, avec ouais. mes différents métiers. Ouais. Et aujourd'hui, t'es qui, toi, en fait, Benjamin? T'es médecin, t'es rider, t'es skieur, comment tu te qualifierais aujourd'hui? Je me qualifierais d'un homme passionné, premièrement, et puis je suis un petit peu tout ce que tu as dit à la fois. Effectivement, je suis médecin en numéro un, c'est vraiment ma qualité première et mon diplôme premier, mais je suis aussi chef d'entreprise, entrepreneur, inventeur, innovateur. Et puis c'est sûr que comme je suis passionné, j'ai été passionné dans une autre vie et même encore un petit peu maintenant par les sports extrêmes, notamment le skate, le snowboard. Donc, peut-être qu'on en reparlera. Ouais, on en reparlera. Ok. Et alors, ce que j'aimerais voir avec toi un petit peu, c'est ton parcours. Comment tu es venu aux formations de médecine? Comment ça s'est passé? C'était naturel? Tu savais dès le départ, quand tu étais au lycée, que tu voulais être médecin? Ou tu as hésité? T'as jamais voulu être... Oui, Ouais. non, je réfléchissais, mais c'est vrai que bon, moi je suis d'une famille où mon père est profession libérale. Il a commencé par dentiste, il a fini kiné, et ma mère a fait kiné, elle a fini agrégée de lettres. Et voilà, j'avais cet exemple, j'avais pas mal de médecins dans ma famille, dans mon environnement, et je pense que c'est venu en seconde, première, l'envie de faire médecine, ouais, j'ai envie de dire l'envie d'aller vers les autres, de soigner cette relation. Ça m'est venu comme ça. Et puis j'étais un élève, on va dire moyen plus. Et dès que je suis allé en médecine, si tu veux, bah, c'est la passion qui m'a animé et qui m'anime toujours dans mes projets. Et j'ai trouvé ça relativement facile de Ah ouais? travailler pour quelque chose qu'on adore. Enfin, pas relativement facile, c'est sûr que les premières années de médecine, le De médecine, concours, ouais. Mm. voilà, on m'avait tellement dit que c'était difficile qu'au début, j'ai travaillé comme un fou. Ouais. Les partiels, j'ai réussi, et puis après, je me suis un petit peu endormi sur mes lauriers, donc j'ai redoublé, et je me suis dit non, en fait, il faut quand même travailler. Et donc, j'ai travaillé, mais à l'époque, j'étais aussi semi-professionnel en snowboard, donc je gérais deux choses à la fois, et ça m'a beaucoup aidé pour m'organiser, construire mon emploi du temps. Et une fois de plus, hein, mes, mes, mes copains à la fac, ils me disaient, mais Benjamin, comment tu fais pour aller faire du snow tous les week-ends, partir avant? Je lui dis, bah, voilà, moi, au lieu de me bourrer la gueule du jeudi Ouais. au dimanche matin, je, je pars en montagne. Et Ouais. finalement, voilà, c'est une question d'envie. Quand tu veux, tu peux. Et c'est un petit peu ce que j'ai refait avec Electroducer. Quand tu veux, tu peux. Ouais. Et Et, voilà.
Et tes études, tu les as fait à Grenoble? Tu les as faites à Alors, Grenoble? je suis né, dans une petite ville, hein, à côté de je suis un Rhône-Alpien, à côté de Lyon, à Saint-Étienne. J'ai fait une OK. partie de mes études, mon externat à Saint-Étienne, à Lyon et ensuite j'ai vachement hésité entre Lyon et Grenoble et puis comme j'étais déjà, voilà, sponsorisé en snowboard, bah, j'ai choisi, Grenoble pour ça et puis j'ai regardé aussi que la cardiologie, était bien notée là-bas. Et donc, je suis allé faire mon internat, tout mon internat là-bas. Ensuite, j'ai fait mon postdoc, mon fellowship au Canada, où j'ai beaucoup appris, beaucoup Cana appris. Canada, à Ouais. quel endroit tu étais? À Québec, j'étais à À Québec Québec? City parce que, bon, juste pour la petite histoire, quand j'étais snowboarder sponsorisé, j'avais un sponsor qui était canadien, mais de l'Ouest, à Vancouver. Et j'avais postulé déjà à l'époque à l'hôpital de Vancouver, qui était très réputé. Et puis ils m'ont dit non, circulez, vous êtes un francophone, nous on prend des gens du Commonwealth, allez voir à Québec. Et je m'étais dit, à Québec, les montagnes sont plus petites. Ouais. Et finalement, c'est encore une histoire d'homme, hein, mais il y a un cardiologue assez réputé en France qui s'appelait Docteur Rossignol, qui était dans une clinique à Grenoble et qui cherchait un successeur et qui m'avait appelé pendant mon internat. Il m'a dit: «Benjamin, je cherche un successeur, mais ce dernier devra aller se former, notamment au Canada où j'ai étudié» et moi je lui ai dit: «Ben, je suis votre homme» et j'ai adoré ce compagnonnage. Ça, c'est aussi quelque chose que j'adore à la fois dans mon métier de médecin et à la fois dans mon métier d'entrepreneur, c'est ce compagnonnage. Mmh. Appartenir à une famille, alors tout le monde n'a pas le même état d'esprit, mais appartenir à une famille, écouter les conseils. Moi, je pense qu'il y a beaucoup trop de jeunes qui n'écoutent pas les conseils, hein. Moi, j'ai 47 ans aujourd'hui, j'écoute encore, mes collègues, mes associés qui me donnent des conseils sur des interventions, des prises en charge et cetera et ça, c'est quand même assez français de ne pas parfois de ne pas écouter les conseils et vous voyez aux États-Unis, même les grands pontes posent des questions à leurs fellows, à leurs assistants et ça, c'est une différence que j'ai appris là-bas au Canada, c'est de justifier ce qu'on dit et de se remettre au pied du mur et de baser ses affirmations sur des preuves scientifiques et cetera. Donc voilà, je suis parti au Canada et après j'ai fait mes 2 ans d'assistanat de chef de clinique, au CHU de Grenoble où j'ai aussi continué à beaucoup apprendre parce qu'à l'époque, il y avait en plus certains de mes collègues qui étaient enceintes, donc il y avait beaucoup de travail. Je travaillais jour et nuit et je suis revenu du Canada avec une technique à l'époque un petit peu nouvelle, c'est-à-dire pour aller opérer le cœur, mettre des stents, on utilisait plutôt la voie radiale, c'est-à-dire le poignet, que Mmh. l'artère fémorale. Et au début, c'était vraiment quelque chose, on va dire de dangereux, hein. Moi, on m'avait interdit, quand je suis revenu de prendre en charge les infarctus comme ça. Et donc, la nuit, à 2, 3 heures du matin, quand il y avait personne, bah, je le faisais quand même. Et quelques années plus tard, c'est passé dans les recommandations à la fois européennes et américaines. Et c'est comme ça, à mon avis, que j'ai touché l'innovation au début. L'innovation, c'est l'idée et puis après c'est prouver que cette idée est sûre, premièrement, safety et ensuite efficace et Mmh. ça m'a donné le goût. Pourquoi? Parce que cette voie radiale, elle était un petit peu plus difficile que la voie fémorale et donc du coup, on a eu besoin, cette communauté médicale a eu besoin de dispositifs dédiés. Hem et la deuxième chose, c'est que c'était un accessoire, cette voie radiale. On va pas poser une prothèse, un cœur artificiel, c'est des petites choses qui intéressent un petit peu moins l'industrie, mais c'est triste parce que ça sauve autant de vies qu'un nouveau stent par rapport à un autre Mmh. et donc du coup, c'est un petit peu plus difficile de faire avancer les choses. Mais moi, j'aime bien les challenges et j'ai remonté ce challenge. J'ai créé un congrès, à Chamonix, là où je traînais beaucoup à Chamonix d'innovation, parce que Chamonix est une ville d'innovation. Il faut être bien équipé pour pas mourir en haut d'une montagne. Et donc, on a réuni tous les cardiologues francophones de la région. On a poussé la radiale. La radiale, grâce à cette équipe, on va dire pas mal française, a beaucoup progressé. Et la France est un des pays où la voie radiale était le plus utilisée. Et les Américains, qui adorent reprendre nos innovations, ont prouvé avec 10 fois plus de patients que cette voie d'abord diminuait la mortalité. Et donc tout ça, excusez-moi, je parle beaucoup, mais tout Ouais, ça ouais. je pense, a forgé mon esprit d'innovation et pareil, la même analogie avec le snowboard. Moi, j'étais sponsorisé, donc j'avais beaucoup de matériel gratuit qui arrivait et je suis un petit peu un enfant gâté et nous, on est des enfants gâtés aussi de la cardiologie interventionnelle parce que contrairement à nos ancêtres qui ont travaillé avec des matériels moins dédiés, nous, on avait des dispositifs qui étaient très aboutis
qui était très technologique et j'adorais cette technologie. Et du coup, dans d'autres congrès, on me demandait souvent de présenter les innovations technologiques. Donc, je me tenais au goût du jour. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, tiens, ça peut manquer. Et donc, quand je me suis installé à la clinique à Grenoble, j'ai eu une idée. J'ai essayé de la développer, mais je suis Et parti c tout seul. et ça, c'est dans les débuts des années 2010, hein, de ce que j'ai vu en Oui. fouillant un petit peu et tu as créé Electroducer, finalement, tu as finalisé ton Alors, en 2017, je crois, mais pendant, plusieurs années, tu as, oui. tu OK, Alors pas explique-moi. exactement. En fait, j'ai eu deux projets. J'ai eu un premier projet qui entre guillemets a été un semi-échec et qui a avorté. C'était en 2008 quand je suis arrivé. Je voulais inventer un système d'hémostase radiale pour faire l'hémostase, voilà, transparent. J'ai travaillé avec une équipe d'ingénieurs de la région que tu connais. Ils ont commencé à me faire des prototypes. Et puis quand il a fallu investir à titre personnel pour faire des moules, 15 000 euros, je me suis dit, ouh là là, Benjamin, t'as déjà assez de boulot comme ça. Et j'ai abandonné et j'ai gardé ça dans ma tête. En revanche, en 2010-2011, quand le TAVI, donc l'implantation des valves Ouais. percutanées, que tout le monde connaît, une belle invention française qui est malheureusement partie assez Mmh. rapidement à l'étranger, on mettait des valves à 20 000 euros. Et pour mettre ces valves, on était obligé de sidérer le cœur ou de mettre un pacemaker temporaire pour relancer le cœur en cas de problème. Et les patients, un certain nombre de patients mouraient de complications liées à cette sonde de pacemaker temporaire qu'on met dans le ventricule droit qui est très fragile. Et donc, on va dire, il y avait peut-être 10% des patients qui avaient ces complications gravissimes. Et je me suis dit, c'est pas possible que ces gens meurent guéris, si vous voulez, Ouais, ouais. de cette valve. Mmh. Voilà. Et donc, j'ai eu l'idée de transposer, parce que comme je m'intéressais beaucoup à toutes ces techniques, je connaissais une technique d'un Suisse, Bernard Meyer, qui est une de mes idoles. Moi, j'ai beaucoup d'idoles et de guides. Et donc, je me suis dit, si cette technique qui sert à stimuler le cœur à travers le guide qui passe dans les coronaires, à l'époque où les infarctus allaient très mal, ça doit marcher dans les valves et dans le muscle cardiaque. Et ce jour-là, j'ai eu une intervention à faire en urgence. J'ai appelé mon copain rythmologue, donc spécialiste du rythme, et je lui ai dit, dis-moi, Jean-Paul, c'est la cathode ou l'anode qu'il faut brancher à la peau et sur le guide? Il m'a dit, bah, bien sûr que c'est la cathode qu'il faut brancher sur le guide. Je l'ai fait, ça a marché. Je me suis dit, bon, bah, je suis pas un génie, ça doit être connu, cette histoire, parce que ça évite l'utilisation des pacemakers. Donc, au lieu de 3 abords vasculaires, il y en a plus que 2. On élimine tout le temps de pause des procédures, on élimine toutes les risques de complications, parce qu'il y a aussi les rayons, ça coûte cher, on perfore le cœur et les vaisseaux. Et donc, dans mon coin, à l'époque, entre Lyon et Grenoble, on a fait une petite étude First in Man, on a publié les 130 premiers patients. Et là, on a eu beaucoup de mal à publier ça dans un journal américain parce que les Américains sont des late adopters et ils sont quand même très conservateurs. Ils adorent cette safety net, la sécurité avant tout. Mais finalement, c'est passé dans un journal américain on va dire, de moyenne envergure. Et là, bah, j'ai subi le flot de l'innovation. C'est-à-dire, au début, les insultes et l'opposition est hyper dure. Et à l'époque, j'étais jeune, hein, dans un congrès international, je me suis fait agresser. Ah Et ouais. dans un des chairman, c'était le professeur Cribier, donc l'inventeur de la valve percutanée. Et je me rappellerai toute ma vie, ce jour-là, il m'a défendu, alors qu'il n'était pas obligé de le faire, hein, mais les Allemands, les Américains m'insultaient, et lui, il m'a défendu. Donc je me suis dit: «Écoute, s'il me défend», je connaissais sa pugnacité qui l'a mené là où ça l'a mené, et Mmh. je suis allé le voir, j'ai pris et donc là, je me suis dit: «Si c'est autant décrié cette technique, il faut que je mettre cette technique dans un dispositif médical». Et là, j'ai réfléchi pendant de nombreux jours, de nombreux mois, et je me suis dit, bah tiens, le truc le plus ergonomique, le plus universel, c'est un introducteur qui conduit le courant et qui soit plug and play, qui soit prêt à utiliser. Et là, la deuxième anecdote aussi qui est très intéressante, hein, parce que finalement, j'aurais pu ne pas faire cette boîte, c'est qu'un jour, je soigne une personne dans le service, et puis souvent je fais ça, c'est-à-dire pour détendre les gens qui sont stressés par cette maladie cardiaque, je leur parle de leur métier. Et il dit, bah, tiens, si ce mec me parle de mon métier, c'est que il est très habitué, il doit être bon. En fait, il me dit, bah, moi, je dépose des brevets à des gens comme vous, des inventeurs. Je dis, ah bon, mais ça m'intéresse. Il me dit, mais venez me voir. Et je le remercie encore puisque cette personne, c'est encore notre cabinet de brevets Ah en ouais? France et en Europe, ouais, toujours. Et il a subi de nombreuses, on va dire, second look et due diligence, et
il est vraiment brillant et c'est Mmh. au détour d'un couloir, j'ai envie de dire. Et là, en 2015, j'ai déposé mes premiers brevets et je suis parti avec Et c'est lui, en mon fait, c'est lui qui t'a poussé, en fait, qui t'a dit: «Il faut absolument que vous déposiez votre» c'est une bonne enfin, si vous pensez que c'est une bonne idée, il faut que vous oui, déposez? Ouais, tout à fait. Il a OK. trouvé ça génial. Ouais, ouais. Et il était pas spécialement dans la medtech, si tu veux, mais Grenoble est, Ouais. je crois, la troisième ville du monde en nombre de dépôts de brevets, parce qu'il y a beaucoup d'industries, donc il connaît quand même Mmh. beaucoup de choses. Et il a été, a posteriori, brillantissime, puisque Ouais. il m'a donné des idées, connaissant beaucoup de choses, il m'a donné beaucoup d'idées, on a beaucoup travaillé ensemble, et il a eu raison au final, parce qu'il a bien fait le job. Mais Et sans l'importance voilà. dans ce que tu dis, enfin moi je trouve ça absolument remarquable, mais c'est tellement vrai. L'importance de finalement d'échanger, même sur des choses, voilà, tu lui demandes: «Qu'est-ce que vous faites?» et cetera Ah ouais, et c'est boum, super. c'est incroyable. Mais ça arrive Voilà. souvent en fait. Mmh. Ça arrive souvent. Et Ouais. donc j'ai pris mon petit dispositif qui a été fait par encore des relations et je suis parti à Rouen, voir le professeur Cribier. Je me suis dit: «Ça on va passer le test» et donc je suis allé le voir et c'est un mec qui est pour moi, c'est un guide, c'est un dieu, c'est une image, voilà et je suis allé le voir et il a été, super sympa, parce qu'à l'époque, il y avait pas beaucoup de gens qui y croyaient. Il m'a dit: «Benjamin, c'est super» et puis il m'a donné quelques conseils. Puis j'ai toujours gardé une bonne relation avec lui Ouais. qui a dû, surmonter des montagnes et voilà. Et ensuite, on a commencé à développer ça et je suis allé voir, beaucoup de personnes, mais j'ai cherché surtout des gens qui soient, innovants, médecins et qui soient aussi des entrepreneurs. Donc je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui est, à Nancy, donc Max Amor, qui est quelqu'un qui m'avait beaucoup formé pour les angioplasties carotidiennes et périphériques, qui est très connu, qui a monté des sociétés, qui a plein de brevets, qui connaît bien, les Américains puisqu'il y a étudié. Et j'aimais bien cette ouverture d'esprit une fois de plus, sans crossover. C'est-à-dire que je trouve que dans notre, formation française médicale, on on n'a pas le droit au crossover, on n'a pas le droit de se faire plaisir au boulot et en fait, moi je trouve que le boulot, c'est un petit peu comme, les loisirs, on doit se faire plaisir et d'ailleurs au Canada, je croisais toujours un de mes patrons et dans les couloirs, au lieu de me dire: «Ça va», il me disait: «Alors, tu t'amuses bien?» et ça, j'ai trouvé ça génial. Ouais. Alors qu'en France, on avait honte de prendre du plaisir au boulot, voilà. Mmh. C'est c'est Ouais. un petit truc que j'aime bien et donc Max Amor, il a tout de suite embarqué dans le truc et ensuite j'ai pris aussi mon courage à 2 mains parce que quand tu es jeune et que tu vas voir des KOL comme ça, des Key Opinion Leaders, c'est pas facile. Je suis allé voir aussi Marie-Claude Maurice, qui est la cardiologue interventionnelle française et femme la plus connue au monde, c'est elle qui a mis les premiers stents actifs, hein, dans les années 2000, qui l'a publié. C'est une chef d'entreprise parce qu'elle a monté l'Institut cardiovasculaire Paris-Sud à Paris. Elle a monté le Centre européen de recherche cardiovasculaire, qui est un des plus gros CRO que tu connais. Et elle aussi, elle a dit, écoutez Benjamin, j'ai jamais investi dans une société, mais là, j'y crois à fond, on y va. Et Ça donne la confiance. deuxième, voilà, qui m'a donné confiance, la deuxième personne aussi qui m'a beaucoup inspiré, c'est quelqu'un qui est, je pense, un des scientifiques français les plus reconnus internationalement, c'est le professeur Ben Habid, que j'ai eu l'occasion de croiser, heu, voilà, médicalement. Et donc, ce professeur Ben Habid, il a inventé la neurostimulation profonde cérébrale, donc le traitement non médicamenteux du Parkinson. Il est mondialement connu, il a eu les prix, Breakthrough et autres. Et donc du coup, c'était aussi de la stimulation, mais moi cardiaque, lui cérébral. Il Mmh. était grenoblois comme moi et Mmh. donc on a parlé et il m'a dit: «Benjamin, vous voyez, moi j'ai inventé cette technique, mais les Américains, ils ont pris cette technique, ils en ont fait une étude randomisée et c'est leur étude qui est citée». Et j'ai trouvé ça triste pour lui, un peu comme, quand Cribier, s'est fait enlever de son nom de sa valve, ça m'a choqué. Et donc je me suis dit: «Fort de ces, entre guillemets, «petits échecs» qu'ils ont subis, on va pas faire la même chose» et nous, en France, on est fiers d'être français, on a fait cette étude randomisée sur la technique que j'avais inventée. Et là, sur une étude donc nationale, sur, 300 patients tirés au sort, on a montré que cette technique de stimulation directe sur guide était supérieure à la technique de référence. Et là, c'est passé dans un gros journal américain, le JACC. Donc ça a été un petit peu une sorte de force et se dire: «Bah, si ça, c'est reconnu, on va faire ce dispositif qui intègre ça». Et pourquoi j'ai fait un dispositif?
C'est parce que les Français, une fois de plus, ils ont ce génie latin où on fait cette méthode bricolée. Mais vous ne trouverez pas un seul Allemand et pas un seul Américain qui va utiliser un dispositif médical en dehors de son intended use. S'il n'est pas marqué CE pour ça, s'il n'est pas FDA pour ça, ils ne vont pas l'utiliser. Et aussi, on a eu aussi un jour un accident avec une valve très connue, une valve cardiaque, montée par un de mes associés d'ailleurs, qui a été fondée par un de mes associés, la valve Corval. Et on a eu un problème de matériel. Et donc, on a eu, voilà, une sorte de, voilà, de procès, si vous voulez. Mhm. Et donc, ils ont dit, mais non, mais vous avez mal utilisé la valve, regardez l'IFU. Je dis, ah bon, mais tout le monde en France fait ça. Et ouais, mais nous, on s'en fiche. C'est marqué dans l'IFU. C'est marqué. Et donc, je me suis dit qu'il faut pas rigoler avec ça. Et ce risque médico-légal, il grandit en Europe, un peu moins vite en France, parce qu'on a moins peur du juge et de l'avocat que nos amis américains ou allemands qui respectent ce C'est qui se fait. sûr. Mais au bout du compte, quand on est devant un tribunal, ben, c'est eux qui ont raison. Donc du coup, si on veut que cette technique soit utilisée, il faut un dispositif dédié. Sinon, on peut pas bricoler, planter une aiguille à la peau Ouais. et envoyer du courant directement comme avec une batterie. Et c'est un peu toutes les raisons qui m'ont poussé à fonder cette société. Mais je ne savais pas que ça allait être aussi difficile. C'est pour Ah ça que ouais. je t'ai contacté. Mmh. Ouais et oui, tu pensais pas du tout que ça allait être aussi difficile et qu'est-ce qui t'a le plus surpris, en fait, dans les difficultés que tu as rencontrées en tant que jeune entrepreneur? C'est les démarches administratives, c'est la lourdeur, enfin, la lourdeur réglementaire, Oui. les c'est Oui, quoi? alors c'est vrai que j'avais été bien, une fois de plus, j'ai bien écouté, si tu veux, les conseils des gens. Tout le monde me disait: «Tu verras, c'est long, c'est difficile, le marquage CE en moyenne c'est 8 ans». Et je disais: «Bon, bah, je disais comme tout le monde, bah, moi je suis plus fort, mon dispositif est plus simple, ça va aller plus vite». Et en fait, petit à petit, je me rendais compte que c'était difficile. Oui, les barrières réglementaires, c'est quelque chose qui m'a fait extrêmement peur, surtout que j'ai une petite phobie administrative. Mais c'est comme ça que j'ai structuré la société, c'est pour ça Mmh. aussi que je t'avais appelé au début. C'est que mes premiers salariés, c'était du réglementaire et de la qualité. C'est eux, elles, qui ont bâti le système qualité qui, pour moi, malheureusement, hein, pour l'instant, c'est le Mmh. cœur du réacteur. Mmh. Et c'est quelque chose que mes associés, mes anciens associés, qui voyaient comment je développais, ils comprenaient pas trop, si tu veux. Heu et c'est cet esprit, le device est tout puissant, il peut pas faillir, que aussi je critique en France et je leur explique. Là, quand il y a un stent qui passe pas, qui se dessertit, un cathéter qui se casse, c'est toujours la faute du laboratoire. Et je leur dis: «Mais non, regardez l'IFU, c'est pas fait pour fonctionner Mmh. comme ça. C'est pas le dispositif n'est pas tout puissant, les amis». Donc, j'ai structuré la boîte, réglementaire et clinique numéro un. Et puis après on a avancé. Alors avec du recul, je pense que on a bien fait les choses, mais avec plus de temps que si j'avais levé beaucoup d'argent. Parce qu'au début, ben, j'ai mis beaucoup d'argent personnel et puis C'était petit à petit, des fonds propres, ouais. Mmh. exactement, fonds Mmh. propres. Et puis après, je suis allé chercher ces KOL et on a fait notre première levée de fonds en 2018 avec les moyens du bord. Et puis petit à petit, on a structuré la boîte Mmh. et on est allé chez l'homme. Notre grande fierté, c'est qu'on est allé chez l'homme en 2020. Donc c'est-à-dire Pendant le Covid? 2 ans après, pendant le Covid, ouais, Ah ouais, pendant le pendant le Covid. Covid. Alors j'avais très peur, mais l'ANSM, je les remercie, parce que malgré Ils cette crise sanitaire, ils ont étudié notre device, et ils ont été, et excellents ils et t'ont on a pu permis faire i ça. OK, Oui, ils t'ont permis de faire les études, quoi, de oui, faire l'étude. tout à fait. OK et aujourd'hui, Electroducer, c'est combien de personnes, Benjamin, là, dans Alors, il n'y a que toujours que 5 salariés, d'accord. donc réglementaire, clinique, project manager. Et nous venons, d'embaucher un CEO Un à CEO? temps plein il y a quelques mois là, Mmh mh. qui est, aussi c'est une question d'homme, hein, c'est un des premiers soutiens d'Electroducer, un des premiers investisseurs qui est dans la medtech depuis plus de 20 ans, qui a fait des startups américaines et des grosses sociétés, qui était CEO d'une assez grosse structure française et puis qui nous a rejoints. Et j'ai envie de dire, on est pareil parce qu'on s'éclate au job. On s'éclate, on rigole et on prend du plaisir, je dirais, plus qu'on rigole, on est sérieux, et on prend les choses à cœur, mais on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et puis aussi, ce que je voulais dire, c'est et d'ailleurs, c'est la personne qui m'a fait rencontrer et découvrir Jacques Séguin,
qui est Ouais. un de nos associés, membre du board, Jacques Séguin, qui est le Mmh. fondateur de Mmh. Corval, Mmh. de la seule boîte de stent française à l'époque, c'était Stentis, de Mmh. Ricor, le leader de la dégénération rénale. Enfin, il en a fait 8 ou 10 des boîtes. Mmh. Et, Bah, je l'avais j'ai rencontré moi adoré. dans Oui, ma vie passée, je l'ai rencontré, il est venu 2-3 fois dans la boîte où j'étais avant et oui, bien sûr. oui, oui, je me souviens bien de Jacques Séguin, ouais. Oui, voilà. Qui est un ex moi, c'est aussi un de mes deuxièmes guides, hein. On est fiers chez Electroducer, c'est ce que je dis souvent, d'avoir les 2 fondateurs du TAVI qui nous ont Mmh. soutenus. Alain Cribier, psychologiquement et scientifiquement, et Jacques Séguin, les 2, mais aussi avec son investissement. Il est membre du board, un membre très actif. Il est infatigable, il a plein d'expériences, d'anecdotes, et donc du coup, moi, quand j'allais voir mon frère qui habitait Londres, j'allais le voir et il me donnait des conseils, si tu veux, comme un père à un fils, comme un professeur de chirurgie cardiaque qu'il était, à un jeune assistant Un de interne. cardiologie. Ouais, Voilà, et j'ai ouais, adoré, entre guillemets, au début, ces conseils ouais. gratuits où il était fier que je sois français, que je reste en France, que cette boîte soit française, et on voyait qu'il me transmettait des choses. Mmh. Et un jour, je l'appelle, parce qu'on s'appelait souvent, il m'appelait souvent les dimanches matins, voilà. Ouais. Moi, j'aime bien ça, parce que je travaille des soirs et des week-ends, je fais mon job. Et il m'appelait et Tu sur un télésiège ou t'étais sur ouais, dans un bah, quand il m'appelait, j'essayais de ne pas être sur un télésiège, mais là, il m'appelle et on s'appelle et puis je lui demande un conseil sur notre levée de fonds, la deuxième levée de fonds. Et puis lui, qui était dans des sphères, on va dire, il était dans des grosses choses, si tu veux, à des Mmh. centaines de millions de dollars. Et il me dit: «Non mais Benjamin, ça m'intéresse de plus en plus, je viens de voir à Grenoble, je viens voir la boîte». Donc là, j'étais content qu'il vienne et il a regardé, il a fait une due diligence comme jamais j'ai vu. Ah ouais? Ah ouais, il nous a challengé et il est rentré. Et on l'a fait rentrer dans le board et c'est pas un regret parce que c'est vraiment un des piliers, si tu veux, et il nous accompagne sur tous les gros rendez-vous, sur toutes les décisions stratégiques. Et puis c'est vrai que l'avoir aussi à côté de nous, quand on parle, à des gens, des Medtronic, la FDA ou voilà, ou les organismes notifiés, c'est bien parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a réussi, qui est toujours très exigeant malgré sa réussite et ça nous aide beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment un mentor du côté business, heu, voilà. OK, bah, c'est absolument passionnant, hein, toute cette, de vie d'entrepreneur, de médecin. Si on parle un petit peu maintenant de l'actualité, parce que c'est un peu aussi un des objectifs de ce podcast, c'est de parler de réglementation un petit peu. Comment toi tu vis, ce passage réglementaire? Parce que finalement tu l'as aussi connu. Aujourd'hui le Oui, produit, Electroducer, il ouais. est mis sur le marché, sous directive si je me sou ou Non, pas? non, 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 pas non, non, encore? Pas non, encore? pas encore, non. Pas Non, encore, OK. puisque on a fait le choix d'aller sous MDR. Sous MDR Et directement, OK. oui, sous MDR. Et bon, alors malheureusement, je pensais que on aurait le CE mark depuis, on va dire, 2 ans, mais Ouais, bon, j'ai vu que c'était difficile. Ma grosse déception, je dirais, chez Electroducer, c'est que on, on voulait avoir le CE mark en premier, et puis le MDR est arrivé, et on va avoir le FDA malheureusement 9 mois en avance, et c'est toujours plus difficile de commercialiser aux États-Unis qu'en Europe. Et on est une fois de plus fiers d'être français, fiers d'être européens. Mais on travaille dur là-dessus, on a des très bons échanges avec, nos organismes notifiés, on n'a notifié. pas de nos voilà, et puis on est en finalisation là du process réglementaire. Mmh. Mais c'est sûr que Tu c'est un gros point difficile. tu as déjà soumis le dossier à l'ON ou pas encore? Pas Non, encore? pas Pas encore, encore, parce encore. qu'on a un petit OK. retard lié à une poche de stérilisation, mais Mmh. tout est bon. On a fait notre first in man, on a fait 60 patients en France. On est en train de finaliser notre dossier technique, et cetera. On a une équipe qui bosse bien, on a des consultants qui bossent bien, à la fois en Europe et à la fois aux États-Unis. Et voilà. Et puis mais par contre, l'Europe est trop réglementaire. Je pense que les Américains sont en train de se moquer de nous et de prendre le lead. Et c'est énervant parce qu'on voit bien que toutes les innovations disruptives viennent d'Europe. Hein, L'Europe? on a quand même les 2 valves percutanées qui viennent d'Europe, les ballons, les stents. Et là, un exemple, un tout bête, c'est que au dernier congrès américain, j'ai présenté Electroducer. Le théâtre où je présentais, il s'appelait FDA and Innovation Theater. Donc ça vous résume l'état d'esprit.
en France, c'est interdit de mélanger business et médecine, mais pour moi, c'est pas bien. Les 2 sont pas incompatibles. C'est pour ça que je dis souvent, Alain Cribier, c'était une idole des jeunes et des cardiologues. Et au niveau business, c'est triste parce qu'il s'est fait prendre son truc, Mmh. alors que Jacques Seguin, c'est moins une idole de tout le monde, mais sans Jacques Seguin, il n'y aurait pas eu la dénervation rénale par ultrason, il n'y aurait pas eu la valve percutanée self-expandable, il n'y aurait pas eu le stent self-expandable, etc. Donc il faut pas segmenter et séparer ces 2 mondes. Et donc les Américains, ils se vantaient dans le théâtre, là où j'ai présenté après, de dire: «Regardez, les Européens, ils se mettent des barrières et nous, on parle». Et là, dans le panel, il y avait des gens de la FDA, des scientifiques cardiologues et ils travaillent ensemble. Et c'est eux qui vont faire l'innovation demain si on ne se réveille pas. C'était mon petit coup de gueule, mais Ouais, ouais, voilà. mais ouais. OK. OK. Et donc, aujourd'hui, donc tu partages ton temps, entre, alors peut-être un peu moins maintenant que tu as une personne qui a pris la direction de Introducer, mais ça représente quoi là aujourd'hui dans ta semaine de Mmh. travail, le temps passé? Et ouais, comment ça se passe là? Tu, Ouais, tu interviens, tous les matins? Enfin, comment concrètement ta ouais. semaine, ça se passe comment? Bah, c'est une bonne question. Écoute, je viens de changer de centre là, il y a quelques mois. Bon, pas pour plusieurs raisons, mais pour garder ma liberté essentiellement, parce qu'on a été racheté par un groupe et cette financiarisation à l'extrême de l'hospitalisation médicale, n'est plus en accord avec mes valeurs. Avec tes valeurs? Et donc là, voilà, je suis parti à l'Infirmerie protestante de Lyon, qui est un centre aussi qui résonne pour moi parce que, c'est la liberté, c'est indépendant, c'est une des seules cliniques indépendantes françaises. Et puis c'est aussi de l'innovation, c'est le premier pontage, en privé, en France a été fait là-bas en 1969. Donc il y a des OK. petites choses qui résonnaient, je suis vraiment bien et j'ai des associés qui sont adorables et qui me prennent entre guillemets «comme je suis» et qui ont accepté cet emploi du temps où je travaille 3 jours pleins à fond en tant que médecin cardiologue et le reste de la semaine et j'ai envie de dire du week-end, je bosse sur Electroducer et grâce OK. aussi à mon CEO qui me décharge et donc voilà, je fais ça et l'équilibre est très bon. Et tu habites où, Benjamin, sans indiscrétion? Entre Ly entre 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 Lyon et Lyon et Grenoble? Grenoble, OK, j'ai OK. un petit appartement à Lyon, parce qu'on a des astreintes et des gardes et puis Ouais, voilà, on ouais, finit tard. Et puis ouais. Grenoble parce que la société est ici et que ma famille est ici. Donc j'ai OK. cet équilibre et puis aussi je remercie, mon épouse qui a un énorme soutien parce que sans elle, si tu veux, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait, mais même dès le début. Mmh. OK, et tu as des enfants, Benjamin? Je t'ai Oui, j'ai 2 Ouais, ouais, ouais. 2 J'ai enfants 2 et enfants, qui élevés vont par leur maman. Non, j'exagère, mais c'est vrai que bon, j'ai pas vu mes enfants, pendant les 5, 6 premières années, hein. ouais, Je dis souvent que j'ai dû changer, 2 fois les couches de mon fils parce que ouais. c'est avec les astreintes et tout, on finit tard, on bosse la nuit, les week-ends et du coup, il faut vraiment, avoir un bon équilibre pour arriver à faire ce que j'ai fait. Mais une fois de plus, voilà, gérer, 2 choses à la fois, 2 métiers, bah, je l'avais fait avec le snowboard, je l'ai fait avec l'entrepreneur. Après, il y a des gens qui me disent, «Va doucement», hein, donc j'essaye de me ralentir, mais la passion est plus forte. Ouais, et le snowboard alors, on en Mmh. reviendra peut-être tout à l'heure après les passions, parce que j'ai plein de questions là autour de cette passion-là. Pour continuer là sur du côté plus personnel, alors finalement on a vu, enfin, toutes les belles choses que tu nous as racontées là, mais heu, quel est l'élément dont tu es le plus fier dans ton parcours professionnel? Hem, je dirais que je suis quelqu'un d'assez sensible et j'aime bien être aimé par, mes pairs, mes collègues, mes amis. J'ai beaucoup d'amis, mais c'est vrai que ce dont je suis le plus fier, c'est peut-être d'être reconnu, on va dire techniquement, scientifiquement et aussi un petit peu en tant Entrepreneur, qu'entrepreneur et qu'innovateur. Voilà, c'est ça qui fait ma ta fierté fierté. et puis voilà, d'avoir su embarquer avec moi des gens, des personnes, qu'ils soient médecins ou qu'ils soient entrepreneurs, c'est un Ouais. plaisir et puis ils Mmh. m'apprennent beaucoup. Mmh. Une fois de plus, moi j'adore apprendre, encore maintenant, c'est sûr que je suis moins à l'aise, hein, quand je parle à un banquier d'affaires américain, je sors de ma zone de confort, mais c'est pas inintéressant. Voilà et puis oui, non, mais d'avoir créé des choses, hein, et je me rappelle, je pense aussi j'ai oublié de dire, mais en 2009, j'ai créé un congrès, ce congrès à Chamonix,
Et c'est sûr que Ah, créer quelque c'est sur ton chose initiative? C'est à ton oui, initiative ce chat? OK, ouais, OK. tout à fait. Je l'ai créé de A à Z Mmh. et finalement, c'est quelque chose dont tout le monde se rappelle. En plus, voilà, c'était à Chamonix, c'était sur l'innovation d'ailleurs, ça s'appelait, Voie radiale et innovation, tu vois? Sans le savoir. Et donc c'était sympa de créer les choses et puis, si petite fierté aussi qui est vraiment dans l'innovation, c'est qu'on a fait, à Grenoble avec, mes associés 3 premières mondiales et dont une en 2017 qui était, une innovation, d'une boîte américaine avec qui on avait travaillé. Mais ils sont venus faire leur First in Man, tu vois, en 2017 à Grenoble À et Grenoble. non pas à Miami ou à San Francisco. Et bon, ça risque de changer. Et puis Mmh. après, bien sûr, on a fait le First in Man, d'Electroducer, Avec le à chat. Grenoble, entre autres. On a fait le premier remplacement de valve percutanée ambulatoire au monde, à Lyon, qu'on a publié et pendant le Covid, où ça servait. Mais voilà, c'est ça, c'est mes petites fiertés, si Oui. tu veux, mais Ouais, 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 bah, oui, oui, je mmh, comprends. On l'a un petit peu, on l'a un petit peu entendu là dans ton discours de début. Il y a effectivement des personnes qui t'ont influencé, qui t'ont inspiré. Si tu en avais 2 ou 3 que tu mmh, garderais, donc c'est ouais, 2 ou j'imagine 3 que que je c'est garderai, oui. ouais, Et ben, je dirais les premiers, c'est mes anciens patrons du Canada, qui étaient mondialement connus, qui voilà, c'est des grands scientifiques qui m'ont vraiment façonné. Moi, je dis souvent, j'ai tout appris là-bas, la cardio interventionnelle, et je garde encore de très bonnes relations avec eux. Alors, à l'époque, ils me voyaient un petit peu comme comme un snowboarder, ouais, mais après, quand finalement on fait des études randomisées internationales, tu vois, on a fait aussi les premiers cas de valvuloplastie mitrale avec ma technique, et ça a été un des centres, un des 5 centres. On collabore. Donc ça, c'est vraiment eux qui m'ont forgé mon esprit scientifique de médecin. Et ma passion dans la cardiologie interventionnelle, c'est de déboucher les occlusions chroniques. Hein, c'est ma passion, puis c'est vraiment la dernière frontière de l'angioplastie coronaire. Et je pense que là, il y a de l'innovation. Je l'ai pas trouvé encore, mais on en parlera, c'est mon rêve. d'accord. Et là, je me suis rapproché, ça c'est très intéressant aussi, d'un état d'esprit, et c'est l'état d'esprit, on va dire, un peu plus anglo-saxon. C'est les Américains et les UK Boys qui ont créé une nouvelle philosophie pour déboucher les artères, plutôt opposée aux Européens et aux Japonais. Et donc, je me suis embarqué là-dedans. J'ai fait venir ces Américains à Grenoble, ces Anglais à Grenoble, et ils m'ont formé à ces nouvelles techniques. Et là, je me suis dit, mais c'est génial. En fait, si tu écoutes ce qu'ils te disent, si tu fais ce que tu dis, si tu appliques les algorithmes, eh ben ça marche. Et en fait, ça a marché. D'ailleurs, j'ai créé un deuxième congrès là-dessus, qui sera d'ailleurs l'année prochaine à Lyon. Et c'est une passion. Et donc ça, c'est des gens qui m'ont beaucoup influencé. Et après, je dirais, dans ma vie d'entrepreneur, les 2 personnes qui m'ont beaucoup marqué, deux trois personnes, donc c'est Max Amor, c'est Jacques Séguin, c'est Alain Cribier, Oui. qui m'ont beaucoup influencé. Puis je parle pas des autres qui sont par exemple des gens qui sont vraiment du côté business. Je pense à Alban Richard qui est pas du tout dans la medtech, mais j'adorais son état d'esprit de faire un management lean, management à la bienveillance. Moi je pense que quand on dit aux investisseurs combien on a levé d'argent pour Electroducer, ils nous croient pas, si tu veux, parce que c'est Ouais, pas ouais, beaucoup. c'est pas beaucoup, ouais. Parce que bon, on est économe, alors Mmh. peut-être qu'on aurait fait plus vite avec plus d'argent, mais bon, certes. Et j'aime bien cet état d'esprit où on garde le contrôle euh, du management et qu'on fait voilà du Mmh. management lean et Bien, bienveillant. OK. On arrive à la question des passions, donc on l'a compris. Moi, je ne le savais pas avant que tu m'envoies des éléments avant ce podcast. Donc tu as été, snowboarder, tu as été rider, dans ta jeunesse, à un niveau, international visiblement, c'est ça? Oui, ouais, Oh, j'ai eu la chance, oui, d'être moi j'appelle ça semi-professionnel semi-professionnel? Ouais. parce qu'on avait du matériel, je recevais même de l'argent et à la Mmh. fin, j'avais honte parce que j'étais fellow au Canada. J'étais sponsorisé par des marques américaines, canadiennes. C'est des marques qui venaient de là-bas, qui transitaient par l'Europe. Je recevais des snowboards de là-bas et des virements tous les mois, pour ça et je me dis: «Non mais Benjamin, tu peux pas faire les 2 métiers là, c'est» et je Mmh. cachais un petit peu, j'ai toujours aimé bien séparer, hein. C'est-à-dire que Ouais. mes teammates, c'est-à-dire les gens qui ridaient dans le même team que moi, peu de gens savaient que j'étais médecin.
Sauf Mmh. un jour où il y en a un qui s'est explosé le genou et là je lui dis: «Attends, je vais Je vais t'aider. t'examiner». Il me regarde avec des gros yeux, mais je me disais: «Mais si mon team manager voit ça, il va me virer». Mais en fait et ça, c'était mon Ouais, esprit français, si tu veux. ouais, Aux ouais. États-Unis aux États-Unis, il y a plein de gens brillants qui font aussi du sport à haut niveau. D'ailleurs, ils le favorisent et ils donnent des bourses. En France, c'est un Mmh. peu l'inverse. Mmh. Et donc j'aime bien séparer, mais une fois de plus, moi, je suis un passionné. À la fois dans mon métier, je pense que je fais le plus beau métier du monde. Vraiment, là, si c'était à refaire, je referais ça. La cardio interventionnelle, c'est passionnant, c'est parfois magique. Et puis c'est gratifiant parce que grâce à tout cet univers de medtech, c'est efficace. Et quand tu sauves un mec qui est à moitié mort d'un infarctus, tu peux pas savoir le, le, Ah le bah, j'imagine. bonheur que ça Ouais. procure à la fois aux patients et à la fois à toi finalement. Contrairement à d'autres spécialités qui sont encore en développement, mais voilà, ça c'est Mmh. ma passion, c'est ça et puis c'est le crossover, une fois de plus, que ça soit passer du sport à la médecine, mais aussi, je me rappelle quand j'étais assistant, j'allais voir les neuroradiologues interventionnels où là, c'est un autre monde, mais j'ai adoré travailler avec eux, discuter. Alors c'était mal vu, mais je le faisais quand même et ça m'a donné d'autres idées. Tu vois? Je fais par exemple Mmh. beaucoup d'angioplastie carotidienne, heu et j'aime un peu chercher, les problèmes parce que quand c'est controversé, ça m'intéresse Mmh. et Mmh. ça, on me l'avait Mais dit il y a longtemps. mais pour revenir à la pour revenir à la au snowboard, j'imagine que tu as démarré très tôt, cette Mmh, activité-là. Moi, je connais pas bien, enfin, c'est un sport que je mmh. ne connais pas bien. Tu étais en équipe de France? Tu étais comment ça se Alors, passe là? non, c'est une bonne question. Le snowboard, non, non, c'était freestyle et moi, ce qui me plaisait dans le snowboard, c'était la liberté. C'est pas de la descente, le freestyle, tu vois? Tu es Ouais, ouais, sur ouais. des Ouais, gros sauts, ouais. voilà. Ça m'a appris au passage 2 choses. Ça m'a appris la maîtrise du risque, parce qu'au début, tu es fou, bah, tu Mmh. tombes et les gens, ils disent: «On est des fous». Bah non, si on était des fous, on serait morts. C'est comme les pilotes de F1, hein. Si c'est des fous, ils sont morts. Donc la maîtrise du risque et deuxièmement, quand tu commences à avoir des sponsors, c'est la gestion de tes sponsors. C'est un peu comme quand tu vas lever des fonds et puis c'est du marketing, hein, parce que Mmh mh. je pense que j'étais beaucoup moins bon que certains de mes copains, on a parlé de Candide Tovex avant, mais ou de mecs super forts, mais il faut savoir un petit peu se vendre, Se si tu vendre. veux et gérer ça et je pense que ça m'a appris ça, de gérer parce que Ouais. pourquoi je C'est suis ce que venu j'allais te aussi à poser. Ouais, c'est ce ouais, que j'allais te poser comme question. Qu'est-ce que tu as appris cette passion-là par rapport à ton ouais, métier d'aujourd'hui? Bah, c'est ça en fait, c'est la maîtrise du risque, c'est c'est de ça. savoir se vendre, c'est Mmh. Mmh. OK, se mettre en Exactement. avant. Plus Mmh. plus une chose que j'ai oublié de dire, parce qu'un autre de mes exemples dans mes idoles, il y a mon petit frère. Mon petit frère, bon, qui est supérieurement intelligent, qui a 2 ans de moins que moi, mais qui a monté donc je commençais à être sponsorisé et lui, il sortait de son bac, il commençait droit, avant de faire après du business et de partir et il a monté sa première boîte à 18 ans. Là, j'étais admiratif. Donc une boîte, bien sûr, dans le skate, le snowboard et il a été innovant, on faisait des événements et cetera. Cette boîte, elle a duré 4-5 ans. Bon, au passage, il s'est pris 2 contrôles fiscaux en 3 ans parce que c'était suspect qu'un mec de 18-19 ans, fasse un chiffre d'affaires. Donc malheureusement, il a quitté la France et quand j'ai monté ma boîte, il m'a dit: «Benjamin, tu devrais pas faire ça, c'est compliqué en France et tout». Je lui ai dit: «Mais non, Fabrice, les temps ont changé. Les temps ont changé» et lui, il est parti et c'est triste Il est parce qu'il parti, fait ouais. il crée des sociétés pour le compte d'autres gens maintenant. Donc voilà, il Mmh. est allé aux Mmh. États-Unis, Angleterre, Espagne et donc ça a été aussi, un exemple pour monter ça et ce snowboard, c'était génial. C'est aussi de la passion, hein, Et tu as ridé dans toutes les montagnes, du monde là? Tu es allé, aux hem États-Unis, Oui, partout? oui, oui, Ouais, Canada, bah, j'avais un sponsor ouais, de Vancouver, et j'ai rencontré des gens exceptionnels aussi, avec qui je suis toujours très copain. En Amérique du Sud aussi l'été, ouais. parce que l'été, j'avais plus de temps, donc moi, j'étais un peu un paresseux, c'est-à-dire que l'hiver, je ridais beaucoup à Chamonix avec mes copains. J'arrivais à faire plus de snowboard que mes copains qui habitaient à Chamonix en n'habitant pas sur place et l'été, je me rattrapais et je partais un mois, sur le glacier des 2 Alpes où là, il y avait toutes les équipes, c'était pas des équipes nationales et un mois en Argentine où on ridait, bah, là, c'était l'hiver. Mais, Mmh. une fois de plus, il y avait pas, d'équipe, c'est moins structuré que d'autres sports Mmh. comme le foot ou si tu veux. Mmh. Donc c'était Mmh. plus ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait faire des petites compétitions ou des photos pour passer dans les magazines et cetera. Donc fallait se vendre, il fallait voilà. D'accord, OK. Et aujourd'hui, tu continues, j'imagine toujours de de Mmh. de 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 rider, quand tu as le temps, quoi? OK. Ouais.
Très bien. tout le temps. On tout le temps. Ouais, c'est une vraie passion. On va, maintenant attaquer la deuxième partie de cet entretien, enfin la dernière partie de cet entretien, pardon. C'est le quiz rapide en guise de conclusion. Comme tu le sais peut-être, je suis un passionné de cinéma et j'avais envie de te poser la question, quel est ton film préféré? Quel est le film que Alors, tu as envie de ouais. recommander? Alors là, Florent, je suis moins, ça va aller Ouais, plus vite parce que je suis moins, j'ai c'est vrai. honte, mais ma- contrairement à ce que aurait voulu ma maman qui était agrégée de lettres, Bah oui, je lis ouais. peu Ah, mais ouais. je regarde des films, j'adore les films historiques ou émouvants, des choses comme ça. Et puis parfois, j'ai pensé à ça, mais le film Plein Soleil avec Alain Delon, je Ouais, l'ai ouais. adoré. Mmh, Voilà. mmh. Ou OK. Midnight Express, il y a longtemps, je l'ai adoré. Ouais. Oui, Euh, il vieillit mal celui-ci, mais il, Plein il Soleil, par vieillit mal, contre, ouais, peut-être. ouais, Ouais, Plein Plein Soleil Soleil. est toujours Ouais. aussi est toujours aussi fort. Et Ouais. donc ouais, donc par rapport à ouais, là, je pensais par rapport à ce que tu disais que ta mère étant, agrégée de lettres, je me dis peut-être que Benjamin a récupéré aussi la passion de la littérature, mais c'est pas le cas. Tu lis pas, en fait? Enfin, Non, c'est en pas fait, non, OK. ma maman m'a dégoûté de la lecture parce Ah que ouais. elle m'a comparé à mon petit frère qui lisait un bouquin de 600 pages en une nuit, si tu veux. Ah ouais, ouais, Et donc, du coup, par contre, je lis beaucoup de médecine, si tu veux, les ouais, articles, les ouais. trucs, mais j'ai du mal. Alors, les seuls livres que je lis, c'est les livres qui ont été écrits par des amis. Par exemple, j'ai deux collègues cardiologues, un qui est vraiment un écrivain qui a écrit 5 ou 6 romans, c'est le docteur Jean Pellet, qui a écrit des très beaux bouquins, dont un qui s'appelle Le Cauchemar d'Hippocrate, qui est un peu sur les difficultés des médecins, de la formation, que je recommande. Mmh. Et puis Christophe Bretel, qui est cardiologue avec qui je travaille de Valence, qui a écrit sur les troubles du développement comportemental, etc. Voilà, mais sinon, j'avoue que je Ouais, concède que je lis pas ouais, trop. ouais. Non, Il j'ai faut pas ouais. trop le temps. En Mm. même temps, ton agenda, voilà, il te permet pas trop ça. Mm. Ta boisson et ton plat préféré, Benjamin? C'est difficile. J'aime bien une bonne bière IPA et j'aime bien les bons vins aussi. Et je dirais que mon vin préféré, c'est le Vaune Romanée. Ouais. Et mon plat préféré, j'ai envie de dire les plats préparés avec amour de ma femme, un poulet OK. curry coco ou la soupe VGE de ma belle-mère, la soupe Valérie Giscard d'Estaing, la recette de Bocuse qu'elle fait très bien. OK. Si tu étais un personnage historique ou un héros d'aujourd'hui, tu serais qui? Mm. Un personnage historique. Bon, je vais sortir de la médecine, mais c'est vrai que l'inventeur de l'angioplastie, Andreas Gründing, le Suisse, il me parle beaucoup. Ah bon? Chaque fois que je regarde, je vois, j'ai les larmes aux yeux parce que c'est des innovateurs, c'est des pionniers, c'est des génies, puis ils ont ce côté fou. Un Grünsig, il est mort dans un accident d'avion avec son petit avion, il avait une Porsche, tu vois, c'était un peu un punk. Moi, je suis un peu un gentil punk. Un gentil Ou Léonard de Vinci, parce que c'est ouais, un inventeur et qui me fascine. ouais. Si tu étais une destination, Benjamin? Alors là, c'est plus clair, je te dirais Zermatt. Zermatt, donc la Zermatt, Suisse. ouais, Zermatt Mmh. en Suisse. Euh, déjà, mes arrière-grands-parents sont nés des deux côtés du Mont Rose, là, OK. dans le canton de Vaud et au pied du Mont Rose, mais de chaque côté. Et puis parce que c'est un mélange, j'aime bien, c'est pour ça aussi que j'ai fait mon congrès à Chamonix, c'est ce mélange entre tradition et innovation. Et je trouve que c'est un peu comme en salle d'opération. Il faut que tu sois bien équipé, que tu aies du bon matos pour pas mourir ou pour pas faire mourir tes patients. Et donc j'aime bien voilà, ce mélange. Et puis aussi parce que dans ces montagnes, il y a une mentalité contre laquelle je lutte, c'est la mentalité que j'appelle de fond de vallée ou de bataille de clochers. Donc ça, c'est le mauvais côté des montagnes, c'est que ça souvent ces mentalités un petit peu plus ancrées. Et c'est ce paradoxe qu'on retrouve à Zermatt, à Chamonix ou même à Grenoble, qui sont des villes top innovation, quoi. Grenoble, la troisième ville du monde en dépôt de brevets, mais tu as des mentalités qui sont parfois hyper fermées. Donc voilà, Zermatt. Et en face, tu étais un DM, alors pour toi, c'est un peu particulier parce que tu es déjà un inventeur de dispositifs, mais si tu devais inventer un autre dispositif, Mm, alors tu n'es pas obligé de le dire, hein, si tu es déjà en cours mm. de rédaction du brevet, mais ça serait lequel, Benjamin? Oui.
j'ai la mauvaise habitude effectivement de trop Mmh. parler et puis Ouais, on m'a c'est pour doublé ça. parfois, mais c'est pas Ouais. grave. Non, mais c'est vrai que un jour, Jacques Séguin, il m'avait dit, «Benjamin, ton innovation, c'est bien, mais vraiment une innovation disruptive, c'est quelque chose auquel personne n'a pensé. Mmh. On dilate les coronaires avec des ballons depuis 30 ans, bah, il faut faire autre chose». En fait, quelque chose de vraiment disruptif, moi j'aimerais inventer quelque chose dans les occlusions chroniques, parce que c'est la dernière frontière et on n'a toujours pas trouvé de Comment faire? dispositif miracle et voilà ce que j'aimerais inventer. OK. Merci beaucoup Benjamin. Franchement, enfin, ton enthousiasme, ta passion, c'est très, très communicatif. Moi, j'ai adoré, j'aurais encore aimé, discuter encore plus longtemps. Chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau podcast. À très bientôt. Au revoir Benjamin. Au revoir, merci.